passer maintenant à la présentation de Pierre Sassard, enseignant-chercheur à l'Université de Liège au département des sciences et de gestion de l'environnement, un praticien des approches interdisciplinaires pour traiter des questions de transition vers une agriculture prenant en compte le développement durable des territoires. Pierre, à toi la parole. Merci. Merci à André et aux organisateurs de m'avoir invité dans ce symposium. Ça me fait plaisir. J'étais à Lyon il y a quelques années. Il y a un peu moins de monde, mais je ne pense pas que c'est moins intéressant. C'est peut-être l'effet de la crise. Mon exposé, c'est un exposé qui sera très contrasté par rapport à celui de mon collègue hier, Jean Boiffin, c'est-à-dire qu'on va passer de la parcelle à une échelle beaucoup plus grande d'une part, et d'autre part, j'étais agronome, je suis devenu sociologue, donc c'est un point de vue de sciences sociales sur l'agroécologie que je vais développer. Et je vais faire ça à partir de, disons, de trois points de vue, ou trois dimensions de mon expérience professionnelle. Donc d'une part, je suis un des fondateurs du groupe Girafe, qui est un groupe interdisciplinaire qui travaille en Belgique sur la question de l'agroécologie. Et donc ce que je vais vous partager, c'est en grande partie le fruit des réflexions de ce séminaire Girafe. D'autre part, ça fait une quinzaine d'années que je travaille sur les systèmes agri-alimentaires alternatifs. Et enfin, j'enseigne la transition, ce qui m'a amené à m'intéresser au courant des Transition Studies, surtout d'un point de vue heuristique. Donc ça, c'est un peu le point de vue d'où je pars pour mon exposé. Alors, le plan de l'exposé, je vais commencer par ce qu'on appelle chez les anglo-saxons la big pictures, parce que je pense que c'est important de resituer la question de l'agroécologie dans les enjeux alimentaires planétaires actuels. Puis je vais m'attarder sur l'historicité de l'agroécologie et de l'évolution du concept. Je vais rapidement passer sur quelque chose, je pense, qui est devenu plus connu ici, qui sont les questions d'irréversibilité, de verrouillage, pour passer effectivement à l'articulation entre agroécologie et transition, en montant un petit peu ce qu'est la perspective dominante, la perspective évolutionniste dans les théories de la transition, et par rapport à ça, la perspective plus interrelationnelle. Et je terminerai par une conclusion. Alors pour commencer la big picture, il faut effectivement peut-être regarder ce qui se passe en termes de régulation au niveau mondial. Alors je m'inspire là des travaux de Marsden notamment et des régulationnistes. Ce qui est intéressant, c'est que Marsden a fait récemment une relecture du système de régulation entre production et consommation alimentaire au niveau mondial, en l'interprétant à travers ce qu'il appelle un compromis entre sécurité alimentaire et externalités environnementales et sociales. Et donc lui, il distingue 4 grandes périodes que vous connaissez, c'est un rappel je pense pour beaucoup de gens. La première période qui est ce qui s'est passé après la Seconde Guerre mondiale, qui est le compromis productiviste, et où donc l'enjeu effectivement c'est de développer tout simplement la production alimentaire à travers un soutien organisé par tout l'appareil étatique. La seconde période, et il situe la date pivot au moment de l'instauration des quotas laitiers, c'est le passage en fait d'une situation où on arrive à une surproduction. Je me souviens quand j'étais étudiant des montagnes de beurre, de lait, de viande, etc. Et donc la question de qu'est-ce qu'on va faire avec les surplus. Alors dans cette seconde période, ce qui est important en termes de compromis, c'est qu'on va avoir un déplacement dans les rapports de force entre les grands acteurs. D'une part, on va avoir un déplacement entre la sphère publique et privée, très présente dans la période productiviste. La sphère publique va partager le compromis régulationniste avec les acteurs privés, essentiellement la grande distribution d'une part, et des traductions de la demande des consommateurs à travers l'émergence des ONG qui s'en font les porte-paroles, l'émergence d'une demande différenciée, etc. Mais de façon corrélaire, à l'extérieur de l'Europe, un développement des filières globales, notamment les céréales, qui continuent à suivre le modèle productiviste de la première phase. Alors, durant cette période, en fait, la grande question qui va émerger, c'est une question endogène au système,
qui est la question du risque sanitaire, qui est une conséquence en fait des modalités d'industrialisation de l'agroalimentaire, compression de la temporalité animale et végétale d'une part, et accroissement des déplacements spatiaux. Et comme réponse à cette question, l'introduction de l'éco-conditionnalité. Maintenant, ces deux périodes, vous les connaissez bien, mais je pense que ce qui est important, c'est qu'en fait, on est aujourd'hui, d'après Marzen et d'autres régulationnistes, dans ce qu'ils appellent le début d'un compromis néoproductiviste, où les enjeux sont redevenus la question de la sécurité alimentaire et la course en fait aux ressources qui deviennent rares. Donc ce qu'on constate d'une part, c'est que ce qui cause l'instabilité du système actuel, ce sont des risques qui sont plus essentiellement des risques endogènes au système, mais des risques qui sont liés à une série de facteurs exogènes qui sont interdépendants et qui sont mal maîtrisés, donc les problèmes énergétiques et les ressources limitées, eau, carbone, pétrole, etc. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui est en même temps plus global, parce que ce qui se passe au Brésil ou bien en Australie nous impacte au niveau local dans notre porte-monnaie. Donc il y a tout l'enjeu sur les prix à la consommation alimentaire qu'on avait voulu toujours décroissant et qui risque de remonter. Et donc ça suppose effectivement que quelque part l'État doive reprendre son rôle de régulation sur les questions de production, d'où par exemple le positionnement de la Banque mondiale sur l'importance de l'agriculture dans les pays du Sud, sur les chaînes d'approvisionnement par rapport aux questions de spéculation et sur la consommation et notamment les questions de gaspillage. Et cette évolution qu'on peut appeler le compromis néoproductiviste, elle est problématique parce que jusqu'à présent, le compromis s'est toujours fait sur l'idée d'un prix à la baisse des aliments, alors qu'aujourd'hui, on est face à des tensions qui garantissent plus cette tendance forte au prix à la baisse d'une part, et d'autre part, on est face en fait à des logiques de désengagement de l'État qui ne favorisent pas ça. Et donc, pour moi, ce qui est important dans cette introduction, c'est qu'en fait, on rentre dans une période d'instabilité. C'est-à-dire que c'est une période où il n'y a plus une seule réponse, un seul compromis, mais qu'il y a du trouble par rapport à ça. Alors, une autre manière de le dire, c'est de regarder effectivement quels sont les discours que l'on fait aujourd'hui sur la question de la crise alimentaire. Alors là, je m'en réfère à les travaux du SCAR, le Standing Committee for Agricultural Research au niveau de la Commission, et donc qui a montré qu'effectivement, d'un côté, on a un discours productif. En deux mots, le problème, c'est de produire davantage, et la solution, c'est davantage de technique et de science. Et on voit bien comment, par exemple, des multinationales comme Syngenta, à travers leur publicité dans les aéroports, etc., portent et cadrent ce discours. Le problème de nourrir la population, c'est celui effectivement de produire plus avec moins. Vous voyez, le site, c'est growmorewithless.com. Mais ce n'est pas le seul discours. À côté de ce discours dominant, il y a un discours minoritaire, je pourrais dire, dont la réponse à la crise alimentaire tient en 4 éléments. Le premier élément, c'est la question effectivement de la valorisation des agroécosystèmes. Le deuxième élément, c'est la question de la distribution et de la gouvernance. On sait bien depuis longtemps que ce n'est pas parce qu'on produit plus que les gens ont moins faim. Le troisième élément et le quatrième élément sont liés en fait au comportement de consommation. Et c'est là que se fait la vraie rupture entre le narratif productiviste et le narratif d'autosuffisance. C'est l'idée qu'il faut aussi travailler sur la consommation à travers 2 leviers que d'autres prospectives ont identifiés, qui sont d'une part la consommation de production animale, avec le fameux shift protéinique, et d'autre part la réduction des gaspillages, soit à la production dans les pays du Sud, ou la réduction des gaspillages dans la consommation dans les pays du Nord. Voilà. Alors, cette tension entre ces 2 narratifs, on la retrouve à travers une série d'enjeux. J'en cite simplement 2, je passe rapidement. Donc, d'une part, effectivement, toute la problématique d'accaparement des terres, où une série d'États décident que le marché ne peut plus résoudre le problème de la sécurité alimentaire, et donc il faut aller acheter des surfaces parfois importantes, 1 million d'hectares au Congo par exemple, pour garantir la sécurité alimentaire de pays fragilisés. Et un autre enjeu très important aussi, c'est tout le débat sur ce qu'on appelle en anglais land sharing versus land sparing, où toute la discussion qu'il y a sur faut-il gérer de façon dissociée
le défi alimentaire, le défi biodiversité, ou au contraire, faut-il le gérer de façon intégrée? Voilà, ça, ce sont deux enjeux qui sont à la ligne de fracture entre ces deux modèles, le modèle biotechnologiste de la productiviste, ou bien le modèle, vous l'avez compris, d'autosuffisance dans lequel on va retrouver l'agroécologie. Voilà, ça c'est pour la big pictures. Alors après ça, je voudrais en première partie brosser rapidement l'histoire des concepts de l'agroécologie à partir d'une série de livres clés d'auteurs américains. Parce que je pense que souvent on peut retrouver un projet davantage dans un livre que dans des articles scientifiques. Les livres ont une dimension plus identitaire. Et donc, je vais traverser très rapidement cette histoire d'une trentaine d'années à travers le livre fondateur d'Altieri, d'une part, ensuite le livre que Steve Gleason a fait paraître en 2006 sur Food System and Agroecology, et enfin en reprenant quelques spécificités du livre de Kate Warner sur Agroecology in Action. Alors, le point de départ de l'agroécologie, c'est effectivement Altieri en 1983. Ici, je n'ai pas le temps d'aller dans les détails, donc je vais simplement jouer sur les titres. Et notez bien le titre « Agroécologie, les bases scientifiques d'une agriculture alternative ». Alors là-dedans, il y a scientifique au pluriel, il y a une et il y a alternative. Et donc l'idée fondamentale, c'est effectivement de critiquer un modèle qui est celui de la révolution verte et d'ébaucher une alternative. Alors ce qui est important, c'est qu'en fait, ce livre qui n'en est pas un, au départ, hein, vous voyez, c'est un rapport qui n'a pas de couverture en couleur, il est très difficile à trouver actuellement, eh bien il va essaimer un peu partout sur le globe. Et donc, on va avoir une traduction en 86 française, qui va connaître très peu de succès. Puis on va avoir en 87 une traduction espagnole, qui par contre va connaître une beaucoup plus grande diffusion en Amérique latine. Une seconde édition de la version anglaise en 87, je vais y revenir, qui change de nom, et puis une version en 89 portugaise qui va être diffusée au Brésil. Et en 95, le livre de référence qui est le plus cité dans les études bibliométriques, qui est l'agroécologie, la science de l'agriculture durable. Vous voyez le glissement dans le titre, il est intéressant, c'est que ce n'est plus les bases scientifiques d'un modèle alternatif, mais c'est devenu la science au singulier de l'agriculture durable. Évidemment, on est passé, le développement durable est passé par là. 87, c'est la sortie aussi du rapport Our Common Future. Et on voit bien comment ça a influencé tout ça. Alors, très brièvement, qu'est-ce qu'il y a dans ce livre et ce concept qui va être diffusé donc, un peu partout dans le monde? Bien, la première chose, c'est qu'il y a effectivement cette idée de réintégrer l'écologie dans les agroécosystèmes, de l'intégrer non seulement au niveau de la conception, de l'étude, ça c'est dans les années 80, mais quand vous voyez en 98, c'est aussi dans la conception et à la gestion. Et donc il y a bien une notion d'agroécologie pour l'action qui apparaît là. Alors, c'est une agroécologie pour l'action. Pourquoi? Mais parce que en fait, les deux moteurs de la diffusion de ce concept, c'est d'une part tout le mouvement de Low External Input and Sustainable Agriculture, LEISA, qui est un mouvement porté par les ONG tiers-mondistes. Et d'autre part, il est porté par un mouvement scientifique qui est assez proche du Journal of Peasant Studies, dans lequel on va retrouver Altieri, Guzman, Sevilla, Van der Ploeg, et qui centre en fait leur réflexion sur la question du développement endogène, participatif avec les petits paysans. Et curieusement, ce qu'on en retient et ce qui voyage le plus, ce n'est pas tellement cette idée de développement endogène, participatif pour les petits paysans, mais c'est plutôt les principes écosystémiques appliqués à l'agronomie. Ce sont les fameux simples principes que vous allez retrouver dans différentes reprises, rééditions un peu partout, et qui sont, vous retrouvez les mots-clés, recyclage à biomasse, vie du sol, ressources renouvelables, diversification génétique, etc.
on est effectivement dans une logique écosystémique. Alors, je dis curieusement parce que si on va chercher l'origine de ces 5 principes, ces 5 principes, on les retrouve la première fois dans le livre de 95 d'Altieri, eh bien oui, on les retrouve dans un de ces livres qui est publié par les ONG de développement, Farming for the Future, An Introduction to Low External Input and Sustainable Agriculture, qui est bien effectivement centré sur la question des ressources. Mais si vous regardez le quart de couverture à gauche, et si vous savez lire, ce qui n'est probablement pas le cas, mais vous verrez qu'en fait, effectivement, on insiste sur la bonne gestion des ressources endogènes, et ça c'est bien dans les 5 principes, qu'on retrouve dans le livre à peu près conformément comme on le retrouve dans la publication d'Altieri. Mais à côté de ça, il y a un deuxième item très important qui est le développement des méthodologies participatives, qui sont absentes de ces principes. Et je vais y revenir dans la 3e partie parce que ça, effectivement, ça pose un problème en termes de transmission du modèle. C'est que si le projet est participatif et endogène, les principes, dans cette première phase, ils sont surtout agro-écosystémiques. Deuxième phase, c'est la jonction entre le travail de développement dans les pays du Sud et ce qui se passe dans l'hémisphère Nord à travers le débat environnemental aux États-Unis. Alors, en fait, il va se passer aux États-Unis ce qui s'est passé un petit peu plus tard en Europe, c'est qu'il y a eu un très important rapport qui a été publié en 89 du National Research Council qui s'appelle Alternative Agriculture. Et ce qui est très important dans ce rapport, c'est qu'en fait, pour la première fois, est fait par des experts un lien entre les questions environnementales, pesticides, gestion de la nappe phréatique et qualité de l'alimentation. Et donc on voit bien là le déplacement qui se fait de l'agroécosystème au système alimentaire. Et donc c'est bien l'impact des crises alimentaires dans le régime post-productiviste dont je vous ai parlé au départ, qui va élargir la question de l'agroécosystème au système alimentaire, parce que tout simplement, bon, alors vous avez d'autres publications qui vont suivre, notamment sur la qualité des sols et sur les alternatives existantes, mais ce qui se passe, c'est qu'il y avait une lame de fond qui a commencé comme en Europe bien plus tôt avec le fameux livre de Rachel Carson sur le printemps silencieux, 1961, qui parlait déjà de l'effet des pesticides, mais surtout, en termes sociétals, on va avoir 2 crises importantes aux États-Unis, la crise de l'alar, qui est un pesticide, on va retrouver dans les fruits, d'une part, et surtout, ça on l'a un peu mieux connu en Europe, la crise sur l'utilisation des hormones dans le lait. Et donc ces crises, elles vont construire le lien entre les questions environnementales au niveau de la production et la question de la qualité de l'alimentation. Et donc c'est ça qui permet effectivement à une série de scientifiques clés dans le mouvement agroécologique, là vous voyez la liste, Francis Lieblein, mais il y a aussi Altieri, etc., qui vont effectivement redéfinir l'objet de cette écologie en l'élargissant au food system. Et donc l'idée à ce moment-là, c'est effectivement de s'intéresser à l'ensemble de la chaîne, mais avec, je dirais, une double question que l'on peut poser, c'est que ce lien avec l'aliment et le système alimentaire et la recherche d'alternatives va se faire surtout au niveau local. Il faut penser aux marchés fermiers, il faut penser aux AMAP américaines, les Community Support Agriculture, etc. Et donc il va y avoir le développement de tout un discours sur les systèmes alimentaires locaux dont on connaît maintenant quand même une série de limites. Là j'en cite 2. Bon, d'une part, le retrait vers les systèmes locaux, ça arrange les politiques néolibérales, parce que quelque part, les gens se retirent du débat politique pour s'investir simplement au niveau local. Et donc, il y a une absence de débat politique sur l'avenir alimentaire d'une nation. Et d'autre part, on sait très bien depuis longtemps que le localisme, ce n'est pas une garantie de démocratie. Et on parle notamment de corporatisme et de localisme défensif. Si vous avez été aux États-Unis, vous avez vu que vous pouvez acheter local. Vous pouvez acheter beaucoup de produits locaux. Parce qu'ils sont locaux, ça doit être bon, quoi. Bon.
Et donc, ça pose quelque part une question que je me suis longtemps posée, mais finalement, quand on parle de agroecology of food system, ou bien l'agroécologie des systèmes agri-alimentaires, qu'est-ce que c'est que ces food systems? Comment est-ce qu'on peut les définir? Et donc ça, c'est un petit insert que je fais ici, parce qu'il me semble qu'il y a une manière de le définir qui combine l'approche régulationniste avec une approche plus française, je veux dire, sur la qualification des produits. Et donc, ma proposition, ce serait de dire que d'une part, un système alimentaire, en fait, c'est un emboîtement ou une articulation entre différents espaces. Mais en tout cas, la notion de système alimentaire, elle veut dépasser la logique linéaire de filière, en associant, en fait, en élargissant l'analyse à tous les acteurs qui sont impliqués dans les processus de qualification, et notamment les consommateurs, les pouvoirs publics locaux, les prescripteurs, etc. Donc ça, c'est une première manière de dépasser la notion de filière qui est aussi très stratégique et logistique. Ensuite, on voit bien, et je l'ai montré dans mon introduction, que ces systèmes, ils vont s'inscrire ou se positionner en opposition au régime de régulation globale dans lequel ils s'inscrivent, dans l'époque dans laquelle ils s'inscrivent. Et donc, quelque part, c'est bien, si on veut parler d'un système alimentaire, il faut articuler quelque part, ou en tout cas, il faut se positionner par rapport à cette articulation entre système alimentaire, qui est proche, je dirais, d'une définition de type SIAL, et ce qu'on appelle dans la littérature les food régimes, donc les grands régimes de régulation globale de la production alimentaire. Et on sent bien comment ça pèse. Je veux dire, la crise de 2007-2008, quand moi j'ai parlé avec quelques personnes ici, chacun la sent d'une manière ou d'une autre, ça a déplacé quelque chose, ça a fait basculer quelque chose, et on sent bien comment ça influence effectivement ces systèmes alimentaires de façon inévitable. Troisième étape dans la définition de la notion d'agroécologie, j'ai dit la première est centrée sur l'agroécosystème, donc dépassement de la logique de parcelle. La deuxième est centrée sur le système alimentaire. Et la troisième est peut-être plus émergente et plus subtile. Mais pour ceux qui ont eu l'occasion de parcourir le livre de Warner, je leur conseille de faire ce que je ne fais pas d'habitude, c'est d'aller lire le dernier chapitre, avant la conclusion. Parce que ce chapitre est très intéressant, parce qu'il parle de la mobilisation du public. Et en fait, là, quelque part, Kate Warner, sans le mentionner d'un point de vue conceptuel, rejoint en fait les pragmatiques américains sur la question de la construction de public par rapport à la question alimentaire, qui est fondamentalement, effectivement, une question publique, qui n'est pas seulement une question de mangeur ou de consommateur, mais qui est aussi une question citoyenne. Et donc, dans son livre Agroecology in Action, il expose un cas assez intéressant dans Wisconsin, où une ONG, le WWF en l'occurrence, va collaborer avec des producteurs et l'Université de Wisconsin autour de la mise en place d'une filière production intégrée de pommes de terre reconnue par le WWF. Et donc là, on sort de la sphère professionnelle de l'agriculture pour construire une qualification qui renvoie effectivement à des notions, je dirais, d'agriculture citoyenne plus que professionnelle. Et donc ça m'amène en fait à la troisième définition de l'agroécologie qui en fait, pour moi, peut être rapprochée de l'approche des forums hybrides. Alors cette troisième définition, c'est une définition que nous avons adoptée en Belgique dans le groupe Girafe et qui est une adaptation, mais l'adaptation est importante, de la proposition faite par Vézal et al. Qui disait l'agroécologie est en même temps une science, un mouvement social et une pratique. Et notre proposition, c'est plutôt de lier les trois, plutôt que simplement les juxtaposer les uns aux autres, c'est de reconnaître quelque part qu'on ne peut pas faire de l'agroécologie pour l'action au sens fort, si on prétend comme scientifique ou comme mouvement social ou comme praticien qu'on peut le faire tout seul. Et que donc il y a une nécessaire interaction et négociation et interdépendance entre ces trois pôles, science au pluriel, mouvement social et pratique. Alors c'est intéressant parce que quand vous rencontrez Miguel Altieri, qui est quand même la personne qui a eu le génie de se faire le porte-parole de l'agroécologie, alors on peut discuter si c'est un bon ou un mauvais génie, mais en tout cas c'est un génie. Mais quelque part, Miguel Altieri a en fait opéré, il s'est devenu le porte-parole de ce triple cadrage parce qu'il est en même temps porte-parole du cadrage agroécosystémique,
Et les plus anciens le connaissent comme quelqu'un qui s'intéressait comme entomologiste à la production intégrée, s'inspirant des travaux de l'OILB, etc. Et donc ça convient aux agroécosystèmes, dans leur version très puriste, très systémique, ou dans leur version intégrée. En même temps, il se fait le porte-parole de la version food systémique. Et enfin, et ça c'est moins apparent, il se fait surtout le porte-parole d'une version plus politique de l'agroécologie, qui se veut avant tout une critique du régime dominant en place. Et donc, il parvient, je pense, ça qui est intéressant, c'est de voir comment cette notion, je ne dirais pas ce concept, cette notion d'agroécologie, elle joue, une partie de son efficacité provient effectivement de sa capacité à jouer sur ces trois dimensions, et elle est effectivement incarnée dans quelqu'un comme Altieri. Bon, je vais un petit peu rapidement. Alors, deuxième partie, une fois que je vous ai décliné ce que c'est que l'agroécologie, dans sa dimension alimentaire et publique, pourquoi s'intéresser en particulier à une agroécologie pour l'action? Et pourquoi ne pas l'intégrer dans d'autres approches? Alors très rapidement, la photo, c'est une photo d'une vieille machine à écrire. Certains connaissent l'histoire, c'est l'article de Davis de 1975, c'est le phénomène d'irréversibilité. C'est que quelque part, quand vous êtes dans un dispositif sociotechnique ou dans un programme, pour toute une série de raisons qui sont liées à ce qu'on appelle de la chemin-indépendance, vous ne pouvez plus vous débarrasser de ce programme-là. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on utilise toujours la même disposition de clavier, alors que les raisons historiques pour lesquelles cette disposition a été créée n'existent plus. Bon, ça c'est une histoire, vous pouvez la voir. Une autre histoire que moi j'aime raconter, c'est celle du blanc-bleu belge. 97, crise de la vache folle, la profession se mobilise, publicité dans tous les grands quotidiens belges, et voilà l'image que la profession renvoie aux consommateurs belges pour le rassurer. Et donc ça, c'est une autre image de l'irréversibilité, c'est-à-dire c'est le stade ultime de l'irréversibilité, c'est l'incapacité encore à interpréter son environnement. Parce qu'effectivement, c'est une bête de concours. 2, l'éleveur et le boucher, là, ils sont très propres sur eux, ça ne fait pas très paysan. 3, le gazon, c'est du gazon synthétique, et on peut continuer comme ça. Bon. Ce qui est important là, c'est effectivement de se dire qu'effectivement, quand on est engagé dans un système alimentaire, ou quand on est engagé dans un régime de production de connaissances, ce système, ce régime peut acquérir un degré d'irréversibilité tel qu'il devient difficile de développer des alternatives. Donc là, je vous renvoie à 2 papiers qu'on a publiés, l'un sur le problème justement de la conversion des éleveurs de blanc-bleu belge au bio, où on voit qu'en fait le bio c'est du blanc-bleu qui est repeint en limousin ou en blonde d'Aquitaine, mais c'est toujours du blanc-bleu derrière. Et l'autre qui est d'un collègue Philippe Barrette et Gaëtan Van Lokeren qui ont travaillé plus sur la question de la production des régimes de connaissances. Donc vous avez bien aussi là l'articulation entre régime et système alimentaire. Il y a d'autres publis, notamment du SAT, qui ont été faites. Il y a toute une littérature sur cette question de verrouillage. Donc je passe très brièvement sur cette partie 2 et je vous renvoie à tout cela. Bon. Et donc c'est bien cette question de blocage dans le changement qui amène à parler de transition et du rôle de la contribution de l'agroécologie au changement. C'est ça l'argument. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le stock sur les théories de la transition? C'est de là que je vais partir pour la troisième partie et je vais revenir sur les fronts de recherche qui sont pour moi importants en agroécologie par rapport à ces théories de la transition. Et donc je vais adopter 2 perspectives qui émanent en fait de tout un corpus de publications. Il y a une analyse bibliométrique qui vient de sortir là-dessus et qui montre en fait, il y a 2 publications clés. La première, c'est celle de 98 de Rip et Kemp, qui parle effectivement de l'irréversibilité, de la difficulté au changement à travers le concept de régime. Et donc, l'idée centrale, c'est qu'un régime, c'est une organisation systémique qui est faite de régulation, de normes, de routines cognitives, et que l'interdépendance entre ces différents éléments fait qu'effectivement, cette interdépendance est tellement forte qu'il est extrêmement difficile de la détricoter, pour dire les choses de façon très rapide. Et c'est en 98 qu'est sorti cet article sur cette notion de régime, qui explique pourquoi un régime est si stable, et que donc si vous voulez transformer un régime,
si vous voulez développer un modèle agroécologique, eh bien, vous devez trouver un moyen de déstabiliser ce régime. C'est ça le concept. Alors, la deuxième publication clé, c'est celle de Gale en 2002, ce qu'il appelle la multilevel perspective, la perspective multiniveau, c'est de dire que si on veut déstabiliser ce régime, il y a deux sources de pression pour déstabiliser ce régime. La première source de pression, c'est ce qu'ils appellent les niches d'innovation, c'est l'innovation, l'expérimentation socio-technique. Et la deuxième source de pression, c'est effectivement les évolutions macro-sociétales en termes d'idées, en termes d'opinion publique, de courants qui peuvent faire pression sur le régime pour que celui-ci prenne en compte certaines nouvelles dimensions ou se transforme. Par exemple, la question du bien-être animal, c'est typiquement quelque chose qui est passé par une pression de ce qu'ils appellent le landscape socio-technique ou le paysage socio-technique. Alors, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, ce corpus de ces deux articles-là, ils ont été cités plus de 200 fois jusqu'à présent. Ce corpus de publications autour de la transition, il a décollé en 2006-2007. Donc, entre les premiers articles 98 et 2007, on a une dizaine d'années, mais maintenant, on a une croissance exponentielle. Et ça s'articule sur quatre approches qui tournent autour de la perspective multiniveau. Donc il y a l'approche, tout en haut, vous avez gestion de la transition. Là, l'idée, c'est qu'effectivement, on ne peut pas piloter la transition, mais on peut comme donner certaines orientations. Et le cadre de toutes ces publications s'appelle les Sustainability Transition Studies. Et donc l'idée, c'est qu'effectivement, si on veut orienter vers plus de durabilité les systèmes, il y a en termes de gouvernance des possibilités d'influencer, d'impulser, pas de piloter complètement, pas de gérer, je veux dire, le changement. Le deuxième corpus s'appelle la gestion stratégique de niche, travaille effectivement sur tout ce qui sont ces expérimentations qui sont en dehors du régime et sur la grande question comment développer des alternatives sans les exposer à la pression de leur environnement, du régime, du marché, etc. La troisième perspective, c'est la perspective multiniveau et la quatrième perspective, c'est la perspective des systèmes d'innovation technologique. Bon, voilà, ça c'est très rapidement dit. Alors, qu'est-ce que c'est que la perspective multiniveau? Ben, effectivement, c'est de se dire on a à l'intérieur d'un régime une diversité de pratiques, mais c'est... Donc, on a une diversité de pratiques. Je vais aller très rapidement alors. Une certaine stabilité, mais qu'il y a changement à partir du moment où, entre le niveau des innovations de niche, le paysage socio-technique et le régime socio-technique, il y a une interaction entre les dynamiques, une interaction entre les dynamiques de ces trois niveaux. Et donc il y a vraiment une transition, c'est-à-dire un changement en profondeur sur un temps long, qu'à partir du moment où, effectivement, dans cette théorie, vous parvenez à combiner les trois niveaux. C'est pour ça qu'on appelle ça la théorie multiniveau. Et donc on insiste beaucoup là-dedans sur l'idée de déstabilisation du régime, l'idée d'interaction à l'intérieur du régime entre ces formats de normes cognitives régulation. On insiste sur l'idée de trajectoire, ces changements se font sur des temps médians et longs, et on insiste aussi sur la question des frontières qu'il y a entre ces différents niveaux. Alors comment est-ce que ça interagit? Je vais aller très vite puisqu'on ne m'a donné plus que 5 minutes au lieu de 10. Je vais passer là sur les interactions parce que pour moi ce n'est pas l'essentiel. Ce qui m'intéresse, c'est de voir quel peut être le rôle de l'agroécologie. Dans la théorie de la transition, dans la perspective multiniveau, l'idée c'est que les alternatives, les niches d'innovation, elles sont sélectionnées par la pression de l'environnement. Et donc une première manière de regarder l'agroécologie, c'est de la regarder de façon normative, en se posant la question comment effectivement l'agroécologie va encourager, évaluer, sélectionner des niches d'innovation. Alors je passe là-dessus parce que ce n'est pas le plus important. Alors sur ce point-là, je reviens au constat que j'avais fait au départ. Je vous ai dit Altieri avait un projet de développement endogène, avec des scientifiques comme Van der Ploeg, mais en réalité dans ses principes, il n'a jamais traduit que des principes agroécosystémiques. Et donc je veux dire toute la dimension sociale de son projet était absente. Donc je pense un premier front de recherche
pour une agroécologie de l'action, ce serait effectivement de davantage définir des principes socio-économiques. Alors ici, on est dans l'exploratoire. Voilà ce qu'on a fait dans notre groupe. On a identifié, je veux dire, 3 principes généraux qui tournent d'une part autour de l'autonomie. Alors ça renvoie au lien très fort qui existe actuellement entre souveraineté alimentaire et agroécologie. D'autre part, ça renvoie aux capacités collectives d'adaptation. Et ça renvoie à toute la question de l'adaptation par rapport aux changements énergétiques, climatiques, etc. Et ça renvoie à la prise en compte de différents types de connaissances. Alors, ce sont des pistes qui ne sont pas encore élaborées, mais l'idée, c'est qu'effectivement, si on a une approche normative, il y aurait lieu de préciser les objectifs de ce que l'on veut développer dans une approche de gestion de niche. Un second front de recherche, c'est la question de l'interaction entre ce qui se passe, je veux dire, à un niveau institutionnel sur le temps long. Alors, je vous ai mis sur la droite une série de photos, comme il y a le fameux rapport de l'ISTD, qui est ce groupe d'experts qui a mis l'agroécologie au cœur des solutions qu'ils recherchent par rapport aux défis alimentaires. Vous voyez Olivier de Scuter, qui est un Belge, qui est le délégué au droit à l'alimentation des Nations Unies, qui a sorti en 2011 un papier sur droit à l'alimentation et agroécologie. Rio plus 20, vous tapez dessus agroécologie, vous verrez, il y a un tas de choses qui se passent autour de ça. Mais donc, quelque part, on a effectivement ce concept d'agroécologie qui circule dans les arènes internationales, qui est débattu. Alors, au milieu, vous avez les photos du 2e congrès latino-américain d'agroécologie, 5000 personnes. Donc là, il y a du mouvement social derrière ça. Et on voit bien que la question du mouvement social est à la charnière entre ce qui se passe dans le paysage institutionnel, d'une part, et les expériences pratiques dans les niches. Et donc, pour moi, il y a une question de recherche importante sur... Alors, le mouvement social, aujourd'hui, ce n'est pas le mouvement social il y a 30 ans, donc il faudrait d'abord le spécifier. Ça, je pense que c'est un problème sérieux pour ceux qui font de l'agroécologie. Et puis, ce serait intéressant de voir, effectivement, en termes de mobilisation dans les arènes internationales, en termes de critique, justement, de déstabilisation du régime néoproductiviste, en termes de propositions, à partir des expériences, est-ce qu'il y a effectivement, entre ces pratiques alternatives, isolées, qui ont besoin de se développer, et ce discours très normatif dans les arènes internationales, est-ce qu'il y a de l'interaction, est-ce qu'il y a des effets de cadrage, est-ce qu'il y a de l'enrichissement, est-ce qu'il y a de l'introduction d'énoncés? Et donc, pour moi, là, il y a un second front de recherche à côté, je veux dire, des principes socio-économiques, qui est de se poser la question comment, au niveau social, s'articulent ces débats dans les arènes internationaux avec des pratiques qui sont jusqu'à des pratiques individuelles. Alors, il y a une série de critiques, évidemment, par rapport à cette perspective multiniveau, en particulier, je pense qu'ils viennent des économistes, à raison. Bon, ce qu'il faut voir, c'est, moi je vous ai dit, j'enseigne la transition. Et donc je regarde qu'est-ce qui permet à des élèves d'articuler des questions aussi complexes que des questions de transition. Donc je dirais que le modèle, la perspective multiniveau, c'est un objet intermédiaire heuristique qui permet par exemple à des agronomes et des sociologues de travailler ensemble. Mais derrière, il y a une série de critiques qui sont très importantes. Bon, d'une part, il y a une posture très pacifiante. La transition, on va converger, on va coordonner, etc., alors qu'on sait que les choses sont beaucoup plus frictionnelles et conflictuelles. D'autre part, c'est compartimenté, ça c'est le schématique de l'heuristique, mais en réalité, on va voir que des acteurs se situent dans les niches, dans le régime, dans le landscape, et donc voyagent entre les différents niveaux. Je dirais ça, c'est les grandes critiques. Et puis surtout, cette approche-là, elle suppose quelque part qu'on sait ce qu'est le développement durable. Et que le développement durable, finalement, il se définit, et puis voilà, et puis il suffit de tirer sa flèche pour viser le développement durable, alors qu'en réalité, on sait très bien que les nombreux arbitrages, les incertitudes, les ambiguïtés, etc., font que c'est beaucoup plus complexe que ça. Et savoir qui compte, comment on le compte, quand on compte, avec quoi, ben ça, c'est des questions qui se négocient et qui vont définir effectivement, de façon située, le développement durable. Et donc là, je vous renvoie à la troisième définition de l'agroécologie qui dit qu'effectivement, l'agroécologie, c'est davantage un espace d'interaction et de négociation que la définition d'un système
en fonction de ressources données, qui était plutôt la définition 1 agroécosystémique d'agroécologie. Bon, alors, j'ai pas le temps, puisqu'on m'a râpé... Ça va? Je vais rapidement. Donc, à côté de cette perspective, ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de cette perspective évolutionniste, donc, qui de façon très rapide renvoie aux économistes évolutionnistes et à l'idée de pression de sélection, il y a une autre tendance qui est en train de rentrer dans les Sustainability Transition Studies, qui est en fait la tendance des forums hybrides, et donc de revenir à ce qu'on peut... Attendez, là j'ai un petit... Oui, de revenir à ce qu'on appelle une ontologie plate, c'est-à-dire de refuser a priori les catégories landscape, régime et niche, et plutôt de se rentrer par la controverse pour voir comment des acteurs négocient cette question. Donc là, je renvoie à une comparaison qui était faite entre les deux approches, et pour moi, les choses les plus importantes, c'est qu'effectivement, on a une perspective qui est plus conflictuelle, je veux dire, où effectivement les forums hybrides vont voir des intérêts, des attitudes, des connaissances se confronter, et qui renvoie à l'approche Actor Network en anglais, et que la question là est davantage la question de comment on définit en fait les frontières d'un problème et comment est-ce qu'on stabilise des configurations. Et donc c'est ça l'idée de la configuration. Et ça renvoie donc évidemment aux travaux de Calon et compagnie. Alors ça renvoie pour moi dans l'agroécologie à la question du comment. Comment est-ce qu'on peut traiter de l'agroécologie? Donc je vous ai d'abord parlé des principes historiques d'Altieri, très agrosystémiques, basés sur une question de ressources. Je vais ensuite introduire la question des principes socio-économiques qui renvoient à un modèle pour qui et comment. Et puis là, je vous renvoie, c'est le troisième front, à la question méthodologique. Et là, je reprends simplement les travaux qui ont été faits dans le département de sciences et actions pour le développement du SAD, qui identifient trois principes. Le premier, autour effectivement de l'idée de variabilité et de complémentarité. Le deuxième qui est la recherche de solutions au-delà des optimaux locaux. Et le troisième, qui est peut-être le plus important pour moi, qui est la question du pilotage sur le temps long des agroécosystèmes. Et c'est probablement là qu'on voit la ligne de fracture entre l'exposé d'hier sur la question de recherche d'optimum sous contrainte en agronomie, et l'idée, effectivement, de s'impliquer dans un pilotage sur le long terme d'une transition. Je passe ça. Bon, alors, ça m'amène en fait à une troisième bis redéfinition qui dit que finalement, l'agroécologie, c'est un type d'interdiscipline qui implique effectivement une redéfinition des frontières scientifiques et sociales des problèmes, qui est un challenge pour les scientifiques agricoles. Alors, jusqu'il y a quelques semaines, je mettais toujours et pour les sociologues et pour les écologues. Et puis, en fait, je doute. Enfin, Buttel, il dit pour les scientifiques agricoles, mais je pense quand même que si effectivement les agronomes ont la prétention de se saisir de la question alimentaire, alors je pense que le challenge est d'abord chez eux, d'aller chercher dans les autres disciplines ce dont ils ont besoin pour effectivement répondre à ce défi agroécologique. Bon. Alors, une autre manière de développer cette perspective interrelationnelle qui s'oppose à la perspective évolutionniste dans les théories de la transition, c'est de définir en fait l'agroécologie non pas par son contenu, mais plus par ses frontières et par ses tensions. Et donc, très rapidement, là, je reprends en fait les travaux de Mélanie Dupuin, une américaine de Santa Cruz, qui identifie trois tensions dans l'agroécologie. La première tension, c'est effectivement la question de développement et de changement d'échelle. Donc moi, je ne suis pas un spécialiste de la gouvernance territoriale, mais je pense que là, les Français ont des billes pour l'agroécologie, parce que la gouvernance territoriale, c'est une réponse originale, je pense, par rapport à la question de changement d'échelle de l'agroécologie. Deuxième tension, c'est la nature des relations entre un régime dominant et un régime alternatif tel que l'agroécologie. Donc je pense que, oui, on a identifié des phénomènes de chemin dépendance ou de verrouillage, mais les choses sont beaucoup plus fines que ça. Il y a des phénomènes aussi de coexistence et d'apprentissage croisé, malgré les verrouillages.
Il y a aussi des phénomènes de parasitisme d'un régime de connaissances sur l'autre, et donc il y a un tas de relations là, entre ces deux régimes. On n'est pas face à des choses complètement séparées, et il y a des choses à aller voir sur la manière dont les relations, les échanges, les confrontations se font entre ces deux régimes. Troisième tension, ben, c'est le rapport entre effectivement ce que Mélanie Dupuy appelle la science computationnelle, modélisation, etc., et à l'autre opposé, les connaissances tacites. Comme dit une philosophe belge, Isabelle Stengers, on n'est pas obligé de connaître pour penser. Voilà donc mes 4 fronts: principes socio-économiques, rôle du mouvement social, principes méthodologiques et tensions. Et j'en arrive à ma conclusion. Ma conclusion, c'est qu'effectivement, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est qu'à travers l'approche multiniveau et la perspective évolutionniste, on a plutôt une approche normative de l'agroécologie, qui, je pense, peut être intéressante en termes d'outils de suivi de programmes de recherche, mais qu'à côté de ça, il y a une autre approche qui reste pour moi tout à fait d'actualité, qui est de se dire, mais qu'est-ce que fait faire l'agroécologie? C'est ce que j'appelais l'approche controverse relationnelle, interrelationnelle, qui est de voir effectivement, quand on a introduit un concept comme l'agroécologie dans une institution comme l'INRA, qu'est-ce qui se passe dans chacun des départements, qu'est-ce qu'on en fait, comment on s'en saisit. Mais en tout cas, le plaidoyer que je fais, c'est surtout pas de définir l'agroécologie et de déposer la marque quelque part. Je pense que ce serait le plus grand mal qu'on pourrait faire à ce mouvement, qui a quand même 35 ans d'histoire maintenant, et qui est une invitation à effectivement redéfinir les relations entre science, nature et société. Voilà, je vous remercie. Merci Pierre. On a le temps pour une dizaine de minutes de questions suite à cet exposé. J'en aurai une pour commencer. Hein. L'agroécologie, science, mouvement social, pratique, domaine d'enseignement. Comment s'enseigne l'agroécologie, par exemple à l'Université de Liège? Quelles sont les étapes d'une formation d'un étudiant au supérieur à l'agroécologie? Merci beaucoup pour la question, parce qu'elle me permet effectivement d'ajouter quelque chose. C'est que dans ce groupe Girafe, bon, la recherche en Belgique elle est organisée de telle manière qu'elle est essentiellement faite au sein des universités. Donc les chercheurs ont tous des missions d'enseignement. Et notre première motivation, je pense, c'est le constat tout simplement que nos étudiants désertent les facs d'agro et qu'ils veulent autre chose. Et nous sommes persuadés qu'il y a une demande pour cette autre chose. Et je pense que l'école d'été d'agroécologie qu'on fait en collaboration avec le SAD, par exemple, montre qu'effectivement, il y a une demande en termes d'étudiants. Ça, c'est la première étape, il y a une demande. Demande pour une agroéconomie qui s'inscrit dans une agronomie qui s'inscrit dans un cadre plus large, écologique et social. Deuxième étape, eh bien, c'est ce que je vous ai expliqué au départ, c'est la big picture, c'est-à-dire que si vous voulez monter une formation en agroécologie, vous avez le régime dominant qui dit « mais ça, c'est mon domaine ». Et donc, vous n'avez rien à dire, une faculté des sciences, écologie, biologie, une faculté de sciences sociales n'est pas la bienvenue dans cette discussion. Et donc là, on est face à, vraiment un conflit. Je pense on est face aux contradictions, je veux dire, des régimes de production de connaissances. Nous, on en est à cette deuxième étape en Belgique. Mais donc, je pense que c'est un enjeu dont je n'ai pas parlé ici, mais c'est un enjeu essentiel. Et je pense que surtout les chercheurs j'espère que les chercheurs qui travaillent dans le domaine de l'agroécologie auront l'occasion de développer des enseignements, parce qu'il y a une demande. Et comment on fait ça, je ne sais pas, il faut expérimenter. Est-ce qu'on forme des praticiens? Est-ce qu'on forme des chercheurs? En tout cas, il faut former des chercheurs, parce qu'on est dans un régime complètement mineur qui est sous-équipé au niveau cognitif. Mais il y a une demande aussi de la pratique. Je n'ai pas de solution, mais la question est une très bonne question. D'autres questions?
Philippe Méraud de l'INRADREN. J'ai juste une question simple. Vous n'avez pas fait référence du tout à l'agriculture écologiquement intensive et son rapport à l'agroécologie. Donc voilà, c'est la question que je me pose. Je vous pose. C'est une question posée par un Français, un Belge, c'est ça? Pour moi, l'agriculture écologiquement intensive, et il y a pour moi au moins deux différences entre les deux. La première différence, c'est qu'il y a une historicité dans l'agroécologie que je ne retrouve pas aujourd'hui dans l'agriculture écologiquement intensive. Ça, c'est une chose. Et la seconde, c'est celle qui porte effectivement sur les principes socio-économiques. C'est-à-dire que pour moi, je ne vois pas de projet explicite en termes d'autonomie, en termes d'emploi, en termes d'équité, dans la mesure où je connais l'agriculture écologiquement intensive, donc je serais très demandeur d'avoir des éléments là-dessus, mais je ne les vois pas aujourd'hui. C'est une ambition de l'agroécologie, je ne dis pas qu'elle est réalisée, c'est une ambition. Oui, moi je voulais plus questionner sur la transition que sur l'agroécologie. Enfin, juste sur l'agroécologie, je trouve que toute contribution à finalement ce qui permettrait de bien, d'éliminer les malentendus dans le dialogue sur la question est extrêmement positif. Bon, c'est-à-dire que savoir de quoi on parle quand on utilise le terme, je trouve que c'est une œuvre de salut public, et en particulier pour l'INRA, parce que dès qu'on parle d'agroécologie à l'INRA, et dès qu'il y a plus de 3 personnes, on est sûr qu'il y a 4 acceptions et compréhensions du terme dans la salle. Donc moi j'ai beaucoup apprécié cette partie-là. Mais c'est sur la transition que je voulais, et alors du coup c'est vraiment béotien, encore plus que sur l'agroécologie, mais comment ça s'étudie la transition? Est-ce que ça s'étudie plutôt ou à la fois après que les transitions aient eu lieu, pendant qu'elles sont en train de se faire, ou avant qu'on en ait décelé les premiers symptômes? Donc en quelque sorte. Et finalement, du coup, deuxième question un peu subsidiaire, de ce point de vue-là, est-ce que l'agroécologie est un super objet d'étude pour ceux qui veulent analyser les transitions? Donc à quel moment ça s'opère l'étude sur la transition? Donc, j'ai rapidement mentionné là, dans l'étude bibliométrique qui vient de sortir qu'il y a 4 courants. La théorie de la transition et la perspective multiniveau, qui est en fait le courant dominant, est partie avant tout sur des études historiques et sur le temps long, voire très long. Mais à côté de ça, et donc là effectivement on est dans la description de ce qui a été fait. Alors à côté de ça, il y a la gestion stratégique de niche et la gestion de la transition, qui sont 2 courants qui effectivement au niveau de l'innovation ou au niveau de la gouvernance sont dans des démarches de gestion et donc d'accompagnement. Et bon, je n'ai pas eu l'occasion de suivre tous les travaux ici, mais j'imagine que, par exemple, les travaux sur la gouvernance territoriale ont des points d'accroche, en tout cas avec la gestion de la transition. Système d'innovation technologique, je ne vais pas me prononcer parce que ça, je ne connais pas suffisamment. Alors, est-ce que l'agroécologie, c'est un super objet d'étude? Moi, je vois l'agroécologie plutôt comme ce que Jantet a appelé dans son article de 98 un concept d'action intermédiaire. Autrement dit, un concept qui permet de fédérer des choses extrêmement hétérogènes, voire opposées. Bon, c'était dans mes slides, mais je n'ai pas eu le temps de le mentionner. Les niches, les expérimentations, c'est comme tous les projets de recherche, ils sont en même temps dans une position de concurrence et de coopération.
ils sont concurrents pour les ressources, et en même temps, ils ont intérêt à coopérer pour faire avancer le projet dans lequel ils sont. J'ai perdu le fil, là. Il faudra me le rappeler. Ah oui. Oui. Donc c'est un concept fédérateur. Donc ce que je veux dire, oui, c'est que c'est un concept fédérateur d'action dans le sens où ça permet, je pense, de fédérer des choses qui sont extrêmement hétérogènes aujourd'hui, peut-être d'une autre manière qu'à travers un cahier de charges européen, parce que justement il y a une ambition de collaboration et d'interaction entre le monde scientifique, des pratiques et, je dirais, les mouvements citoyens. C'est comme ça que moi je le vois. Et ambition qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans le monde bio. Il n'y a pas d'ambition de collaboration avec un monde scientifique. Il n'y a pas de tradition, et je n'ai pas parlé de la tradition européenne, de landscape ecology, etc. Donc il y a une tradition. Donc moi je le vois plutôt comme une manière de faire particulière que comme un objet d'étude en soi. Bien sûr, les sociologues font des études sur l'agroécologie, mais je le vois plutôt comme une manière d'organiser les choses. Et je pense que les tentatives institutionnelles actuelles se situent dans cette perspective. Il nous reste un peu de temps pour une dernière question. Je vais parler fort. Patrick Molder de l'ISARA. Quelle filiation vous faites entre la littérature sur les paradigmes productifs, Kuhn, Freeman, Dozy, et les régimes sociotechniques? Y en a-t-il une? Ou alors quel renouveau? Vous ne pouvez pas m'aider en détaillant un peu votre question. Désolé. Je pensais aux travaux de Kuhn, par exemple, sur les paradigmes scientifiques, l'idée de ceinture protectrice qui a été développée après par Lakatos. Et puis, il y a eu toute une littérature sur les changements, enfin, qui sait, comment dire, le terme paradigme scientifique, on a passé au paradigme technologique, jusqu'à un article de Dockett en 90, me semble-t-il, sur les paradigmes sociotechniques, et qui décrit toujours un petit peu cette difficulté à changer de registre. Et donc je voulais savoir si la littérature sur les régimes est dans ce prolongement, tout simplement, ou si elle renouvelle l'approche. Voilà, c'est ma question. Je vais vous donner un avis de citoyen lambda, pas de scientifique, parce que je ne suis pas compétent pour répondre à cette question. Je dirais intuitivement, donc cette notion de régime, elle est très critiquable, parce que c'est un peu un fourre-tout. Et l'idée que le régime est limité par rapport au paysage, aux niches, effectivement, c'est complètement discutable, et en même temps, c'est heuristique, parce que ça permet de réfléchir. Maintenant, je pense que dans la notion de régime, il y a une notion de régulation que je ne retrouve pas dans le paradigme de Kuhn, mais dans les régimes de production de connaissances. Et donc, ce que j'ai essayé de brièvement faire en introduisant mon exposé, c'est de montrer qu'aujourd'hui, on ne peut pas penser à un modèle alternatif qui pourrait peut-être devenir un régime alternatif de l'agroécologie sans se situer par rapport à un débat global, effectivement, sur comment répondre aux défis alimentaires et planétaires. Et là, on est effectivement sur des questions de compromis régulationnistes. Donc il me semble que là, on dépasse la question cognitive. Je veux dire, entre le clavier de la machine à écrire et le régime alimentaire global mondial, ben, on n'est pas tout à fait sur les mêmes objets, quoi. Ok, merci beaucoup Pierre Stassard pour cette présentation et cette discussion.